Monsieur André Chieng. Bien, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je suis un petit peu embarrassé parce que, contrairement à mes prédécesseurs, je n'ai strictement rien préparé. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ceci. J'avais une autre expérience de table ronde. Mais l'avantage de n'avoir rien préparé, c'est que du coup, je peux réagir par rapport à ce qui s'est dit, et notamment par rapport à la première séance. Alors, si vous le voulez bien, c'est là-dessus que je vais utiliser les 5 minutes qui me sont dévolues. Alors, j'ai commencé par une réaction sur le titre même de cette journée, « Gérer l'imprévisible ». Et ça m'étonne. Ça m'étonne parce que, pour moi, il n'y avait vraiment strictement rien d'imprévisible. D'ailleurs, nous avons entendu tout à l'heure M. Jacques Attali, qui nous a donné des chiffres tout à fait impressionnants, nous disant que, par exemple, maintenant, aux États-Unis, nous avions un taux d'endettement de 500%. Mais en nous disant que l'année dernière, c'était 350%, c'est-à-dire que, de toute façon, c'était parfaitement prévisible. Et d'ailleurs, c'est bien ce que les Chinois ont pensé. Je me rappelle qu'au mois de mars 2008, j'avais assisté à un séminaire qui avait été donné par un des plus importants think tanks chinois qui s'appelle le DRC. 30 personnes, capacité financière raisonnable, pardonnez-moi, actionnariat familial, capacité de développement et de recherche importante, la boîte qui a suivi ses clients, qui a suivi ses donneurs, la boîte qui a suivi ses clients, qui a suivi ses donneurs d'ordre qui eux-mêmes s'implantaient en Chine. D'abord, ils s'étaient implantés en Slovaquie, en l'occurrence, ceux de l'automobile. Maintenant, ils s'implantent en Chine. En 2008, aux États-Unis, il y aurait à peu près 8 millions de foyers qui se trouveraient privés de leur logement à cause des problèmes bancaires que nous avons vus se développer tout au long de l'année 2008. Donc, je pense qu'il n'y avait rien d'imprévisible dans la crise qui nous frappe aujourd'hui. Et du côté chinois, je vous rappellerai simplement une chose, c'est que le 29 juillet 2008, c'est-à-dire la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, le président Hu Jintao avait réuni une réunion du bureau politique pour précisément étudier les mesures à prendre pour pouvoir prévenir les conséquences de la crise qui allait intervenir. Je voudrais réagir sur un second point, qui a été un point également indiqué tout à l'heure par M. Attali. Il disait « il faut dire la vérité ». Et ça me frappe beaucoup, parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'on peut très bien connaître la vérité sans être nécessairement bien informé. Et c'est le sentiment que j'ai en lisant aujourd'hui la presse occidentale, et notamment française. Alors, je vais simplement illustrer ce propos par un exemple. Je lis quotidiennement, même si je suis installé à Pékin, je lis quotidiennement la presse française, la presse générale, la presse économique. Et depuis 3 mois, je m'aperçois que les nouvelles sur la Chine sont de plus en plus nombreuses et sont de plus en plus négatives. Alors je vais simplement la résumer. Il va y avoir par exemple les nouvelles sur les travailleurs migrants. On nous explique qu'en Chine, il y a plusieurs millions, de l'ordre de 100 millions de travailleurs migrants, et que parmi ces 100 millions, une proportion considérable a perdu son travail, est obligée de rentrer chez elle et par conséquent est tout à fait désespérée. On nous apprend également que si ces travailleurs migrants rentrent chez eux, eh c'est parce que les sociétés dans lesquelles ils travaillaient ont fait faillite. Sociétés qui sont en grande partie des PME, et que par conséquent, bien sûr, les patrons de ces PME qui ont failli ne sont pas contents. Personne n'est content de faire faillite. Ensuite, on explique que les grands entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas contents parce que la chute de la bourse et la chute du marché immobilier les ont ruinés. Donc les grands millionnaires chinois, dont vous savez, on dit qu'ils sont maintenant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, sont également tout à fait insatisfaits. Et enfin, on nous explique que dans les campagnes, les paysans eux-mêmes sont tout à fait mécontents parce qu'ils n'ont pas de droit de propriété de leurs terres et de leurs maisons et qu'ils ne peuvent pas vendre leurs terres puisque le Parti communiste chinois les empêche par différents moyens de procéder à la vente de leurs terres, dont d'ailleurs ils ne possèdent pas la propriété. Alors la conclusion évidente que vous en tirez, c'est que la Chine est un marché, est un pays tout à fait sinistré. Il faut tout de suite quitter ce pays puisque l'explosion sociale nous guette. Et d'ailleurs, les experts nous le prédisent depuis à peu près 30 ans. Toutes les années, je vois des tas d'articles qui nous prédisent que, ça y est, l'explosion sociale est imminente en Chine et va nécessairement se produire cette année. Voilà un peu ce qu'on peut entendre donc au niveau des médias. Alors, je vous propose, moi,
une autre interprétation de ces mêmes faits, parce que les faits dont je parle sont effectivement authentiques et sont réels. C'est la vérité. Mais est-ce qu'on peut véritablement tirer ces conclusions? Je peux aussi vous faire un autre schéma, un autre tableau de ce qui se passe, en disant que, par exemple, la Chine est un pays composé d'agriculteurs. Et ce, pas depuis 2 ans, pas depuis 30 ans, depuis 3 à 4 000 ans. Les Chinois sont des agriculteurs. Les agriculteurs sont des gens qui savent que si une année vous avez bonne récolte, l'année suivante, il peut y avoir des récoltes qui sont mauvaises. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 3000 ans, les Chinois sont des gens qui épargnent. Tout à l'heure, on disait que la Chine est finalement actuellement le pays au monde qui épargne. Je vous rappellerai qu'on dit souvent de la Chine que c'est l'atelier du monde. On n'a pas encore dit de la Chine, et peut-être serait-il temps de l'évoquer, que c'est aussi le coffre-fort du monde, désormais. Donc les Chinois sont des gens qui épargnent, ce sont des paysans qui savent qu'on ne peut pas avoir de bonnes récoltes toutes les années. Et alors que se passe-t-il dans ce cas-là? Donc nous voyons un travail migrants qui partent, donc ils quittent effectivement leur travail parce qu'ils ont perdu leur travail. Où vont-ils? Ils vont dans leur province d'origine. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils retrouvent leur terre. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent retrouver leur terre? Précisément parce que la terre n'a pas pu être vendue. C'est-à-dire que le travailleur migrant qui rentre chez lui, évidemment, son niveau de vie baisse. Mais il n'est pas non plus poussé à la rue, il n'est pas sans abri. Parce que quand il rentre chez lui, bon, il a au moins un toit sur lequel il peut s'abriter. Alors, je ne dis pas que c'est un toit très confortable, mais il peut encore vivre parce qu'il peut toujours cultiver cette terre. Le travailleur migrant chinois, lui, il n'est pas frappé par le fait qu'il y a une crise, quand il sait que cette crise est une crise qui frappe tout le monde. Et de ce point de vue-là, on constate que si les petits entrepreneurs donc, ont des difficultés, si les grands millionnaires ont des difficultés, si les paysans ont des difficultés, si tout le monde a des difficultés, eh bien c'est une situation dans laquelle vous avez effectivement un fait du ciel, ce qu'on appelait un tsunami, qui fait que, bon, ben dans ce cas-là, il faut prendre son mal en patience et il faut savoir attendre que la situation se retourne et puisse vous permettre de retrouver des temps qui soient meilleurs. Donc, ce que j'expliquais par là, c'est que selon mon interprétation, que je ne vous garantis pas, mais c'est simplement un scénario que je vous décris, on peut expliquer au contraire que le fait que la crise frappe tout le monde est non pas un facteur d'explosion sociale, mais au contraire est un facteur d'unité sociale. Donc, je vous ai décrit un petit scénario dont, encore une fois, je ne suis pas sûr, mais de quoi est-on sûr aujourd'hui? Et je cède la parole à mon successeur. Merci beaucoup.